de ça, 1923. Ce qui sera débattu ici continue des lignes de pensée que j'ai commencé à formuler dans Au-delà du plaisir, du principe de plaisir, 1920. Pensées à l'égard desquelles j'avais personnellement, comme je l'indiquais dans ce texte, une attitude de curiosité bienveillante. Je reprends ici ces pensées, je les relie à différents faits fournis par l'observation analytique. Je cherche à tirer de ce rapprochement de nouvelles conclusions, mais sans faire aucun nouvel emprunt à la biologie et en me tenant de ce fait plus près de la psychanalyse que dans l'au-delà. Ce qui suit a le caractère d'une synthèse plutôt que d'une spéculation et semble s'être fixé un but élevé. Je sais pourtant que je ne vais pas plus loin qu'une ébauche à grands traits et je suis parfaitement d'accord quant à cette limitation. J'aborde là des choses qui n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de l'élaboration psychanalytique et je ne peux éviter de toucher à nombre de théories qui furent énoncées, soit par des non-analystes, soit par d'anciens analystes au moment où ils abandonnaient les positions de l'analyse. Moi, qui ai toujours été prêt par ailleurs à reconnaître mes obligations envers les travaux des autres, je ne me sens dans ce cas nullement obligé à semblable gratitude. Si la psychanalyse n'a pas jusqu'ici pris en considération certaines choses, ce n'est pas qu'elle soit jamais passée à côté de leurs effets, ni qu'elle ait voulu dénier leur importance, mais bien parce qu'elle suit un chemin déterminé qui ne l'avait pas encore mené jusque-là. Et finalement, quand elle est parvenue à ce point, il faut bien dire que les choses lui apparaissent autrement qu'aux autres. Conscience et inconscient. Dans ce chapitre introductif, il n'y a rien de nouveau à dire et on ne peut éviter de répéter ce qui a été souvent énoncé auparavant. La division du psychique en conscient et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse. Elle seule lui donne la possibilité de comprendre les processus pathologiques aussi fréquents qu'importants de la vie de l'âme et de les faire entrer dans le cadre de la science. Encore une fois et en d'autres termes, la psychanalyse ne peut situer l'essence du psychique dans la conscience, mais doit considérer la conscience comme une qualité du psychique qui peut s'ajouter à d'autres qualités ou rester absente. Si je pouvais me représenter que tous ceux qui s'intéressent à la psychologie liront cet écrit, je m'attendrais aussi à ce qu'une partie des lecteurs s'arrête dès ce point sans me suivre plus loin, car c'est là le premier chimbolette de la psychanalyse. Pour la plupart de ceux qui ont une culture philosophique, l'idée d'un fait psychique qui ne soit aussi conscient est si inconcevable qu'elle leur paraît absurde et réfutable par la simple logique. Cela vient tout simplement, à mon avis, de ceux qui n'ont jamais étudié les phénomènes significatifs de l'hypnose et du rêve, qui, en dehors de toute référence au pathologique, imposent une telle conception. Pour sa part, leur psychologie de la conscience est incapable de résoudre les problèmes du rêve et de l'hypnose. Être conscient est tout d'abord un terme purement descriptif, qui s'autorise de la perception la plus immédiate et la plus certaine. Ensuite, l'expérience nous montre qu'un élément psychique, une représentation par exemple, n'est pas d'ordinaire conscient d'une manière durable. Ce qui est bien plutôt caractéristique, c'est que l'état de conscience passe rapidement. La représentation qui est maintenant consciente ne l'est plus au moment suivant. Pourtant, elle peut le redevenir dans certaines conditions aisément réalisées. Entre-temps, elle était, nous ne savons quoi. Nous pouvons dire qu'elle était latente et nous entendons par là qu'elle était à tout instant capable de devenir consciente. Même en disant qu'elle était inconsciente, nous donnons une description correcte. Cet inconscient coïncide alors avec latent capable de devenir conscient. Les philosophes nous objecteraient sans doute non, le terme inconscient ne peut être appliqué ici tant que la représentation était à l'état de latence. Elle n'était absolument rien de psychique. En les contredisant dès ce moment, nous nous engagerions dans une querelle de mots où il n'y aurait rien à gagner. Mais nous sommes parvenus au terme ou concept de l'inconscient par une autre voie en élaborant des expériences dans lesquelles la dynamique psychique joue un rôle. L'expérience nous a appris, c'est-à-dire nous a forcé à admettre qu'il y a des processus psychiques ou représentations très forts ici entre d'abord en ligne de compte un facteur quantitatif, donc économique, qui peuvent avoir dans la vie de l'âme tous les effets qu'ont en général les représentations et aussi des effets qui à leur tour peuvent devenir conscients sous forme de représentation. Seulement, ces processus ne deviennent pas eux-mêmes conscients. Il n'est pas nécessaire de répéter ici en détail ce qui a déjà été si souvent exposé. Ne nous attardons pas, c'est ici que la théorie psychanalytique fait son entrée et affirme que de telles représentations ne peuvent pas être conscientes parce qu'une certaine force s'y oppose,
que sans cela, elle pourrait devenir consciente, et que l'on verrait alors combien peu elle se distingue d'autres éléments psychiques bien connus. Ce qui rend cette théorie irréfutable, c'est que la technique psychanalytique a procuré les moyens à l'aide desquels on peut supprimer l'opposition de cette force et rendre conscientes les représentations en cause. L'état dans lequel celle-ci se trouvait avant d'être rendue consciente, nous l'appelons refoulement, et la force qui a produit et maintenu le refoulement, nous affirmons qu'elle se manifeste à nous pendant le travail analytique sous forme de résistance. Notre concept de l'inconscient nous vient donc de la théorie du refoulement. Le refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient, mais nous voyons qu'il y a deux sortes d'inconscient, celui qui est latent, tout en étant capable de devenir conscient, et le refoulé, qui est en soi et pour tout dire incapable de devenir conscient. Notre compréhension de la dynamique psychique ne peut rester sans influence sur la nomenclature et la description. Le latent qui n'est inconscient que du point de vue descriptif, et non au sens dynamique, nous l'appelons préconscient. Quant au nom d'inconscient, nous le réservons au refoulé qui est inconscient au sens dynamique, de sorte que nous avons maintenant trois termes, conscient, CS, préconscient, PCS, et inconscient, ICS, dont le sens n'est plus simplement descriptif. Le PCS, selon nous, se situe beaucoup plus près du CS que l'IS, ICS, et puisque nous avons appelé psychique l'ICS, nous aurons d'autant moins de scrupules à le faire pour le PCS latent. Pourquoi donc ne pas rester plutôt en bon accord avec les philosophes et ne pas séparer de façon conséquente le PCS comme l'ICS du psychique conscient? Les philosophes nous proposeraient alors de décrire le PCS et l'ICS comme deux espèces ou degrés du psychoïde, et l'unité serait faite. Mais il s'ensuivrait des difficultés sans fin dans notre conception, et le seul fait important à savoir que ces psychoïdes coïncident sur presque tous les autres points avec ce que l'on reconnaît être le psychique, ce fait serait repoussé à l'arrière-plan au bénéfice d'un préjugé qui date du temps où ces psychoïdes, où le plus important d'entre eux n'était pas encore connu. Nous pouvons maintenant utiliser aisément nos trois termes CS, PCS et ICS à condition de ne pas oublier qu'au sens descriptif il y a deux espèces d'inconscient, tandis qu'au sens dynamique il n'y en a qu'une. Dans des exposés qui se proposent certains buts, on peut négliger cette distinction, dans d'autres elle est évidemment indispensable. Toujours est-il que nous nous sommes assez bien habitués à ce double sens de l'inconscient et nous nous en sommes bien accommodés. On ne peut l'éviter à mon avis du moins. La distinction entre conscient et inconscient est en définitive une question de perception à laquelle il faut répondre par oui ou par non, et l'acte de la perception lui-même ne fournit aucune information sur la raison pour laquelle une chose est perçue ou n'est pas perçue. Il n'y a pas lieu de se plaindre de ce que le facteur dynamique ne puisse trouver dans les phénomènes qu'une expression à double sens. Remarque sur le concept d'inconscient dans métapsychologie. Une récente orientation de la critique de l'inconscient mérite ici d'être prise en considération. Des chercheurs qui ne refusent pas de reconnaître l'effet psychanalytique mais ne veulent pas admettre l'inconscient se tirent d'affaire à l'aide du fait incontesté que la conscience aussi, en tant que phénomène, présente une large échelle de gradation dans l'intensité ou la clarté. De même qu'il y a des processus qui sont conscients d'une façon très vive, très aiguë et très saisissable, de même l'expérience vécue nous en présente d'autres qui ne sont conscients que d'une façon faible et même à peine discernable. Et les plus faiblement conscients d'entre eux seraient précisément ceux pour lesquels la psychanalyse prétend employer le terme impropre d'inconscient. Ces processus seraient néanmoins conscients eux aussi ou dans la conscience et pourraient être rendus pleinement et fortement conscients si on leur accordait une attention suffisante. Pour autant que des arguments puissent avoir une influence sur la décision dans une telle question qui dépend ou bien d'une convention ou bien de facteurs affectifs, on peut ajouter ici les remarques suivantes. La référence à une échelle de clarté dans le fait d'être conscient n'a rien de contraignant et n'a pas plus de force démonstrative que les propositions de ce genre. Il y a tant de degrés d'éclairement depuis la lumière la plus vive et aveuglante jusqu'à la faible lueur que, par conséquent, il n'y a absolument pas d'obscurité. Ou encore, il y a différents degrés de vitalité, par conséquent, il n'y a pas de mort. Ces propositions peuvent bien d'une certaine façon avoir un sens, mais elles doivent être rejetées au point de vue pratique, comme on le constate en essayant d'en tirer des conclusions précises. Par exemple, donc il n'y a pas besoin d'allumer des lampes, ou encore donc tous les organismes sont immortels. En outre, en subsumant l'imperceptible sous le conscient, on n'aboutit qu'à porter atteinte à la seule et unique certitude immédiate qui soit dans le psychique.
Une conscience dont on ne sait rien, cela me paraît beaucoup plus absurde qu'un psychique inconscient. Enfin, c'est manifestement sans prendre en considération les conditions dynamiques qui furent déterminantes pour la conception psychanalytique que l'on a tenté d'assimiler ainsi l'inaperçu à l'inconscient. En effet, on néglige là deux faits. Premièrement, il est très difficile, il faut un grand effort pour apporter à cet inaperçu assez d'attention. Et deuxièmement, quand on y est parvenu, ce qui était auparavant inaperçu n'est pas maintenant reconnu par la conscience, mais au contraire, il paraît assez souvent complètement étranger, opposé et repoussé avec brusquerie par elle. Le recours qu'on veut faire de l'inconscient à ce qui est peu aperçu et pas aperçu n'est donc qu'un rejeton du préjugé selon lequel l'identité du psychique avec le conscient est établie une fois pour toutes. Mais à mesure qu'on avance dans le travail psychanalytique, on découvre que ces distinctions, elles aussi, sont insuffisantes du point de vue pratique. Parmi les situations qui mettent ceci en évidence, nous relevons comme décisive celle-ci. Nous nous sommes formés la représentation d'une organisation cohérente des processus de l'âme dans une personne, et nous l'appelons le moi de cette personne. C'est à ce moi que se rattache la conscience. Il commande les accès à la motilité, c'est-à-dire à la décharge des excitations dans le monde extérieur. C'est cette instance psychique qui exerce un contrôle sur tous ses propres processus partiels, qui va dormir la nuit tout en exerçant encore la censure du rêve. De ce moi partent aussi les refoulements par lesquels certaines tendances psychiques doivent être exclues, non seulement de la conscience, mais aussi des autres manières de s'affirmer et d'agir. Ce qui a été écarté ainsi par le refoulement s'oppose dans l'analyse au moi et à l'analyse se trouve devant la tâche de supprimer les résistances que le moi manifeste lorsqu'on s'occupe du refoulé. Nous observons pendant l'analyse que le malade rencontre des difficultés lorsque nous lui assignons certaines tâches. Ces associations s'arrêtent quand elles ont à s'approcher du refoulé. Nous lui disons alors qu'il est dominé par une résistance, mais il n'en sait rien, et même s'il devait deviner d'après ses sentiments de déplaisir qu'une résistance agit à ce moment en lui, il ne sait ni la nommer ni l'indiquer. Mais comme cette résistance part certainement de son moi et appartient à celui-ci, nous nous trouvons devant une situation imprévue. Nous avons trouvé dans le moi lui-même quelque chose qui est inconscient aussi, qui se comporte exactement comme le refoulé, c'est-à-dire manifeste de puissants effets sans devenir lui-même conscient, et demande pour être rendu conscient un travail particulier. Il résulte de cette expérience pour la pratique analytique que nous aboutissons à des imprécisions et à des difficultés innombrables si nous persévérons dans notre mode d'expression habituel, et si par exemple nous voulons ramener la névrose à un conflit entre le conscient et l'inconscient. Nous devons substituer à cette opposition une autre issue de notre compréhension des rapports structuraux de la vie psychique, l'opposition entre le moi cohérent et le refoulé qui est séparé de lui par clivage. Mais les conséquences pour notre conception de l'inconscient sont encore plus importantes. La perspective dynamique nous avait apporté la première correction, le point de vue structural nous apporte la seconde. Nous sommes amenés à reconnaître que l'ICS ne coïncide pas avec le refoulé. Il reste exact que tout refoulé est ICS, mais tout ICS n'est pas pour autant refoulé. Une partie du moi également, et Dieu sait quelle importance cette partie du moi peut être ICS, et certainement ICS. Et cet ICS du moi n'est pas latent au sens du PCS, sans quoi il ne saurait être activé sans devenir CS, et on ne saurait rencontrer d'aussi grandes difficultés pour le rendre conscient. Nous trouvons devant la nécessité de poser l'existence d'un troisième inconscient, un ICS non refoulé, nous devons admettre que le caractère d'être inconscient perd pour nous de son importance. Il devient une qualité aux multiples significations, ne permettant pas, comme nous l'aurions fait volontiers, d'en tirer des conséquences étendues et exclusives. Nous devons pourtant nous garder de le négliger, car, en fin de compte, la propriété conscient ou non est notre unique fanal dans les ténèbres de la psychologie des profondeurs. Le moi et le ça. La recherche pathologique a trop exclusivement dirigé notre intérêt sur le refoulé. Nous voudrions en apprendre davantage sur le moi depuis que nous savons que le moi aussi peut être inconscient, au sens propre du terme. Notre seul point d'appui dans nos recherches était jusqu'à présent le critère être conscient ou être inconscient. Finalement, nous avons vu les multiples significations que cela peut avoir. Or, tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Même l'ICS, nous ne pouvons le connaître qu'en le rendant conscient. Mais attention,
Comment est-ce possible? Que veut dire rendre quelque chose conscient? Comment cela peut-il se produire? Nous savons déjà à quel maillon nous rattacher ici. Nous avons dit que la conscience est la surface de l'appareil psychique, c'est-à-dire que nous l'avons attribuée comme fonction à un système qui spatialement est le premier en partant du monde extérieur. Spatialement non seulement d'ailleurs dans le sens de la fonction, mais cette fois dans le sens aussi du découpage anatomique. Notre recherche elle aussi doit prendre cette surface perceptive comme point de départ. Au départ sont CS toutes les perceptions qui viennent de l'extérieur, perceptions sensorielles, et de l'intérieur ce que nous nommons sensations et sentiments. Qu'en est-il alors de ces processus internes que nous pourrions, d'une façon grossière et imprécise, réunir sous le terme de processus de pensée? Eux qui s'accomplissent quelque part à l'intérieur de l'appareil comme des déplacements d'énergie psychique sur la voie de l'action, est-ce eux qui se déplacent par la surface qui fait naître la conscience? Ou bien est-ce la conscience qui vient à eux? Notons que c'est là une des difficultés qui se présente quand on veut prendre au sérieux la représentation spatiale topique des événements psychiques. Les deux possibilités sont également inconcevables. Il devrait y en avoir une troisième qui soit la bonne. J'ai déjà fait ailleurs, dans L'inconscient 1915, traduit en français dans Métapsychologie, l'hypothèse que la véritable différence entre une représentation ICS et une représentation PCS, une pensée, consiste en ceci que la première s'accomplit sur un quelconque matériel qui reste non reconnu, tandis que dans la dernière, la représentation PCS, vient s'ajouter la connexion avec des représentations de mots. C'est là la première tentative faite pour donner des deux systèmes PCS et ICS des critères qui soient autres que la relation à la conscience. La question comment quelque chose devient-il conscient s'énonce donc de façon plus adéquate. Comment quelque chose devient-il préconscient? Et la réponse serait par connexion avec les représentations de mots correspondantes. Ces représentations de mots sont des restes mnésiques. Elles ont été autrefois des perceptions et peuvent, comme tout le reste mnésique, redevenir conscientes. Avant que nous ne traitions plus à fond de leur nature, il se fait jour en nous comme une nouvelle idée. Ne peut devenir conscient que ce qui fut autrefois déjà perception, CS, et ce qui provenant de l'intérieur, sentiment excepté. Veut devenir conscient doit tenter de se transposer en perception externe. Ceci est rendu possible par le moyen des traces mnésiques. Les restes mnésiques, nous les concevons comme contenus dans des systèmes qui sont immédiatement contigus au système PC-CS, de sorte que leur investissement peuvent se propager facilement à partir de l'intérieur aux éléments de ce système. On pense ici aussitôt à l'hallucination et au fait que le souvenir le plus vif se distingue toujours de l'hallucination, aussi bien que de la perception externe. Mais tout aussi vite nous vient la solution. Dans la reviviscence d'un souvenir, l'investissement est maintenu dans le système mnésique, tandis que l'hallucination, indiscernable de la perception, peut apparaître quand l'investissement ne fait pas qu'empiéter de la trace mnésique sur l'élément PS, mais passe complètement sur celui-ci.